J'aurais pu vous parler du charme de l'île de Bréhat, le paradis des amoureux de la nature. J'aurais pu contempler les fleurs ramenées des quatre coins du monde qui prospèrent grâce au Gulf Stream. J'aurais pu observer les oiseaux nombreux, plus de 120 espèces y sont recensées. En fait, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui ont choisi de vivre et travailler dans l'île. Ce fut un moment d'échange très riche, un vrai régal. Je suis arrivé ici un peu par hasard, je connaissais pas Bréhat, j'ai dû découvrir Bréhat, j'avais 22 ans. Je recherchais un emploi et donc je voulais absolument travailler dans le domaine de l'agriculture biologique et donc en me rendant pour un entretien d'embauche, j'ai découvert un endroit que j'ai trouvé un peu paradisiaque et je me suis dit bon bah au moins je souhaite faire cette expérience-là, donc j'ai travaillé pendant 2 ans ici. Euh, je m'étais un peu programmé de revenir en retraite parce que je me dis c'est quand même un endroit idéal pour et en fait, j'ai j'ai travaillé en dehors de Bréa pendant 5 ans. J'avais un peu la nostalgie de cet endroit-là. Je revenais régulièrement sur mes temps libres, le week-end, etc. Et puis, c'est vrai que 5 ans, en quittant Bréa de mon emploi, je ne voyais pas trop de projets professionnels. Et donc, c'est un peu en travaillant à l'extérieur que c'est construit progressivement sur ces 5 années. Et puis à force de revoir des gens, donc il y a tout un réseau qui a été entretenu de relations qui a facilité mon arrivée ici. Alors on s'est installé avec mon épouse il y a 14 ans, dans la partie nord de l'île. Donc au départ en élevage laitier, euh, on a évolué vers un élevage plutôt destiné à la viande dans le temps et avec une diversification des activités sur du transport d'abord et puis du négoce de matériaux. Il y avait à l'époque 35 candidats et j'ai été sélectionné parmi ces 35 candidats. Voilà. Et j'en suis bien heureux d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je ne quitterai pas mon poste, je ne laisserai pour personne. Rosie, Oui, depuis quand êtes-vous ici à Bréhat? depuis 28 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à Bréhat? Ah, mais écoutez, je dirais l'amour, tout simplement. On est arrivé il y a 15 ans à Bréhat et un peu par hasard. Nous vivions sur la Côte d'Azur sur un bateau auparavant et lorsque nous n'avons plus de bateau, il nous fallait un refuge. Donc soit repartir à Paris, retrouver nos origines, ou alors faire quelque chose de complètement différent. Alors on a étudié un petit peu la chose et on est venu faire des saisons à Bréhat, donc pour voir un peu comment ça se passait. L'avantage de Bréhat, c'est qu'on n'avait pas besoin de véhicules, on n'avait pas besoin de grand chose. On peut camper au départ et voir venir un peu l'hiver en attendant de trouver un petit boulot. Et donc le petit boulot, on l'a trouvé, on est resté, on a pu se loger. Eh bien, moi, je suis arrivé sur Bréhat en novembre 2008, après avoir exercé pendant 20 ans sur Châteaulin dans le Finistère. Et les années passant, je voulais avoir une expérience un petit peu différente. Et depuis déjà quelques temps, j'étais un peu dans les starting blocks pour trouver un poste de médecin sur une île. Et donc, en farfouillant un petit peu, en étant attentif, donc j'ai trouvé ce poste là sur Boyard. Alors, moi je suis maraîcher bio en agriculture biologique François Leron, donc sur l'île Boyard depuis 26 ans maintenant. Je suis venu ici comme tout bon néo-rural, sauf que là c'est néo-maritime rural, on va dire. Sinon, sans avoir de compétences agricoles, sauf à être passé chez un maraîcher bio près de Rennes dans les années 83 pour y apprendre un tout petit minimum du boulot pendant une petite année. Qu'est-ce qui vous a amené à rompre avec votre vie antérieure? Oh, le plaisir d'habiter Bréhat dans un premier temps, peut-être un rêve d'enfance autour de ça. J'y venais comme vacancier parce qu'on est une vieille famille bréhatine et j'y venais tous les étés. Et également rompre avec la vie, avec le côté citadin et puis bosser à la campagne, plus qu'à la mer, à la campagne.
Depuis quand vous êtes ici dans ce centre? On attaque notre 8e saison, 8e année maintenant. Ouais. On est arrivé en fait à l'automne 2002. Et c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est les hasards de la vie administrative? C'est un peu les hasards de la vie administrative et en même temps c'est un choix, c'est-à-dire qu'on a normalement un roulement qui se fait tous les 4 ou 5 ans où on doit tourner sur l'ensemble de nos centres de vacances et était disponible l'île de Bréhat avec la possibilité de venir ici sur quelques années avec un projet de rénovation, de travaux, voilà donc un challenge professionnel et surtout un challenge humain. Donc c'est ce qui nous a intéressés, quoi. De venir découvrir un petit peu la vie insulaire. Bonjour Bertrand. Bonjour. J'ai la chance de rencontrer un vrai Bréhatin. Vous êtes né ici, non? Pas tout à fait, non. Ma mère est de Bréhat et mon père de Ouessant. Et j'ai pas mal vécu en ville, à Brest. Et je me suis installé à Bréhat définitivement en l'hiver 90-91. Et j'ai fait un peu de tout à Bréhat. De fossoyeur à ramasser les poubelles, de jardinage, de tout. Tout ce qu'il y avait à faire sur une île. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur l'île, dans la mesure où vous étiez justement en ville, à Brest? En ville, j'ai vécu pas mal de temps en ville. Après, je suis parti, j'en avais marre de la ville. Je suis parti m'installer dans les monts d'Arrée, du côté de Brasparts, tout ça. C'était bien, mais trop isolé en fait. Je m'emmerdais. Et puis il n'y avait pas de travail. Et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir un boulot ici à Bréhat. Et en plus j'avais un logement, une maison de famille. Donc c'est comme ça que je suis venu m'installer là. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes employé de la Poste à Bréhat. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Waouh, faut faire monter loin ça. Depuis hier. Non, depuis 92, ça fait à peu près 20 ans. Ouais, c'est le choix de rester. En fait, j'ai tout le temps habité là depuis toute petite. Et je crois que quand on habite sur une île, il y a un petit peu particulier avec l'endroit. Et puis, je suis passionnée par la mer, tout ce qui est lié à la mer. Donc, forcément, ici, on est pas mal. D'accord. Et c'est un vrai choix. Oui, c'est un vrai choix de rester. Alors je suis maire depuis 2 ans, puisque j'ai été élu aux dernières élections de mars 2008. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre cette charge qui est quand même délicate et qui est lourde? Eh bien, je dirais tout d'abord, c'est l'amour de notre caillou, si vous voulez. Et ce qui m'a animé vraiment, c'est de transmettre ce territoire tel qu'il est, sans trop de massacres au niveau de l'environnement et de ce cadre de vie qui est merveilleux. Je tiens à ce que l'on conserve effectivement ce caractère très fort de Bréhat, mais aussi de telle manière que les gens puissent continuer à vivre. Et c'est un grand challenge de faire en sorte que les gens puissent vivre ici, travailler ici, fonder une famille. Il faut que notre économie perdure pour que cela puisse se passer et perdurer dans l'avenir. Moi, mes parents sont originaires de Guingamp, mais on était venus habiter à Paimpol quand j'avais l'âge de 3 ans à peu près. Et après, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans à Paimpol. Et après, je suis venu à Bréhat travailler un petit peu. Mais j'ai commencé par les petits boulots, tout qui se passe partout, comme saisonnier un peu partout. Et j'ai commencé, j'avais honte de rien, j'ai commencé par la vaisselle pendant 3 ans dans un restaurant, avec une personne très sympathique qui s'appelait Monsieur Botorel, et qui m'a donné vie de vivre sur l'île. Voilà. Et ensuite, comment vous êtes venu sur la profession d'ostréiculteur? J'étais déjà ostréiculteur sur le continent, parce qu'à Paimpol, il y a quand même 12 000 tonnes de fabriqués. Donc c'est quand même des petits boulots qui servent quand on est étudiant. Bien sûr. Et donc après, je suis resté salarié presque à plein temps dans une entreprise pendant 8 ans. Et je suis venu de cette entreprise-là, j'ai fait un examen et puis j'ai créé les concessions que personne n'y croyait. Tous les intervenants lors des cours disaient il faut être fou pour aller sur une île.
parce que tout allait me coûter en double. Les transports, puisque comme je fais une production en gros, tout était en double. Donc ça paraissait invraisemblable pour les banquiers, par exemple. Au départ, c'était un beau challenge finalement. Ah, c'est un beau challenge. Qu'est-ce qui vous avait amené à venir vous installer ici? C'était parce qu'il y avait la disponibilité des parcs ou Oui, il a dit. Non, puis je voulais faire la différence parce que bon, l'île, j'y venais en saison et puis ma femme est insulaire. Donc c'est la principale chose pour laquelle je suis venu à Bréa quand même. Ah ouais. Et donc après, il a fallu s'installer forcément parce que dans la vie, il faut travailler un peu. À Bréa, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou on est accepté dès le départ, ou on est repoussé dès le départ. Et si on est repoussé, c'est fini, quoi. Ouais. Après, on peut faire quelques erreurs, bien sûr, mais c'est le premier contact le plus important. Ben, c'est-à-dire que quand je suis arrivé aussi, je me suis intéressé à leur vie et je ne suis pas arrivé en pays conquis. J'ai appris à les écouter, à les observer et ensuite j'ai réagi face à certains problèmes que je pouvais moi gérer. La pépinière n'est pas arrivée de suite, hein. Vous avez été obligé de travailler dans d'autres secteurs. Oui, oui, tout à fait. On ne connaissait aucune plante et on n'avait pratiquement, enfin même jamais vu de plante de notre vie, quoi. C'était vraiment pas du tout ça. Et comment s'est passée la transition? Alors, c'est un peu long. C'est-à-dire qu'au départ, pour pouvoir rester sur Bréa, nous avons proposé nos services pour garder des maisons. On prenait tout en charge, tout le linge de maison et autres. Et on a créé une petite laverie, donc, et qu'on a ouvert après petit à petit au public. Et en voulant égayer le devant de la laverie, on a planté quelques fleurs. Les massifs ont pris un peu forme, alors on ne savait pas au départ du tout ce que l'on plantait ni rien. Et tous les gens qui passaient devant ces petits massifs de fleurs, pouf, on prenait un bout. À la fin du mois d'août, les massifs étaient vraiment peau de chagrin et donc ça nous faisait trop mal au cœur. Donc du coup, Charles, me voyant m'énerver un peu en disputant tout le temps les gens, en leur disant qu'il ne fallait pas prendre des plantes et autres parce qu'il n'y en aurait plus, leur a dit bon sang, je vais vendre les plantes. Et la pépinière est partie comme ça, de nouveau dans la cuisine, de nouveau en faisant des petits tests, en semant des pépins de citron, en semant, voilà, on ne savait pas du tout ce qu'on allait avoir. Et puis petit à petit, on s'est intéressé à la chose et c'est devenu une passion. On s'est formé que sur le tas, que dans les livres et en découvrant, en apprenant tout, la curiosité. Et puis vraiment, c'est passionnel parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps dessus. Et bon, on n'a pas compté nos heures, mais c'est passé vite finalement. En fait, l'heure du lever dépend un peu de la saison, hein. On se lève avec le jour et on se couche aussi avec le jour, la nuit plutôt. Donc en saison, c'est-à-dire tout le printemps, on va plutôt faire des bonnes journées, on va se lever très tôt, vers 5h, 6h matin, pour arrêter le travail vers les 20, 21h le soir. D'accord. Donc c'est assez intense, mais ça passe très vite, les journées passent très vite. Donc en hiver, par contre, on prend un peu plus de temps, on se réveille à l'heure des enfants, et on se couche à l'heure des enfants également. On a 2 périodes dans l'année qui sont complètement différentes. Pendant la saison touristique, vous n'êtes pas trop gêné par les touristes pour circuler, pour aller au port justement Pour aller au port, finalement, nos exportations de plantes s'arrêtent fin juin. Donc c'est génial. Les gens arrivent à partir du 10 juillet. D'accord. Et après on part en vacances. Nous on a choisi le vélo électrique parce que ce qui nous semblait le plus adapté à l'île, même le plus rapide, surtout l'été lorsque les routes sont encombrées. Lorsqu'on doit croiser des tracteurs ou d'autres véhicules, ça permet d'avancer, de se faufiler et puis finalement d'avancer plus vite que si c'était un véhicule quelconque à 4 roues. C'est vrai que ça change complètement par rapport à l'exercice que je pouvais faire avant. Je travaillais uniquement sur rendez-vous et lorsqu'on arrive ici, il n'y a plus de rendez-vous, les consultations sont libres et puis on est un petit peu tout en même temps. On est médecin généraliste mais on est aussi pro-pharmacien parce qu'il n'y a pas de pharmacien sur l'île. On est aussi infirmier, on essaie de faire un peu ce qui est possible.
Il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire, donc il y a des choses malheureusement on ne peut pas faire. Et puis il y a aussi évidemment le gros morceau qui est un petit peu des astreintes, avec une permanence de soins quotidienne, toute l'année, 24 heures sur 24, y compris les week-ends et les nuits. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est particulier, très prenant, et sans doute difficile à exercer seul. Donc c'est pour ça que peu après être arrivé ici sur l'île, j'ai pris un associé, et ça nous permet de travailler maintenant en alternance, et de pouvoir souffler un petit peu, changer les idées, et puis peut-être être plus disponible au moment de notre travail. Est-ce que vous allez consulter les patients chez eux, à leur domicile? Ça vous arrive parfois Oui, bien sûr, ça arrive, mais c'est vrai que sur Bréa, les gens sont, on va dire, sont relativement âgés, mais courageux en même temps. Ils ont toujours l'habitude de se déplacer. De venir ici. Donc les gens viennent, tant qu'ils peuvent venir au cabinet, ils viennent au cabinet. S'ils s'en font, je dirais presque un devoir, et à partir du moment où on est appelé, c'est que vraiment il y a un souci, ils ne peuvent pas se déplacer. Vous avez un patient qui va très mal, il faut l'évacuer, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, parce qu'on a quand même pas mal de moyens d'évacuation à notre service. Il y a, si les urgences ne sont pas trop importantes, on peut très bien faire déjà avec les vedettes quotidiennes. Ensuite, il y a une vedette aussi qui s'appelle l'Alerte. C'est une vedette qui dessert a priori Cassa, qui est basée à Les Ardrieux, donc c'est pas très loin d'ici, et qui est pilotée par les pompiers du continent. Et puis après, il y a les vedettes de la SNSM. Donc il y en a deux, il y en a une qui est à Lougivy, qui est relativement proche aussi, puis une autre qui est à Saint-Quay-Prieux, qui est un peu plus loin. Et en cas de grosse urgence, après, lorsque les hélicoptères peuvent voler, on fait appel aux hélicoptères. Ah oui, carrément. Donc on a l'hélicoptère du SAMU qui est à Saint-Brieuc, on est à peu près à 20 minutes. Et sinon, il y a l'hélicoptère de la sécurité civile qui est sur Granville, qui lui est à peu près à 40 minutes le jour. Et puis la nuit, il faut ajouter en gros une demi-heure pour l'hélicoptère de Granville, et en sachant que l'hélicoptère du SAMU ne vole pas à ce moment-là. Donc globalement, sur Bréa, ici, les gens sont évacués aussi rapidement que si on habitait à la campagne, en Bretagne centrale, sans doute même plus vite. Qu'est-ce que vous cultivez en tant que maraîcher? Eh bien, toutes sortes de petits légumes, plus que les cultures traditionnelles bretonnes, que sont chou-fleur, artichaut, pommes de terre. On est plus sur des petits légumes, des tomates, des radis, des haricots, des salades, des courgettes, qui sont les légumes communs que l'on consomme, on va dire un peu en quantité. Mais bien sûr, à côté de ça, on fait un petit peu des spécialités bretonnes aussi. Où est-ce que vous vendez votre production? Ici sur Bréa, ou est-ce que vous allez sur le continent, à Paimpol ou ailleurs, pour vendre vos productions? Depuis cette année, je ne vends que sur Bréa. J'ai pratiquement toujours vendu un peu sur le continent, dans le réseau Biocoop, Biocoop, qui sont donc spécialisés en production biologique, donc, soit sur Paimpol, soit sur Saint-Brieuc ou Lannion. Notamment les pommes de terre primeurs, c'est un peu une spécialité de Bréa, mais on va dire les excédents, ou bien les légumes primeurs avant que les touristes n'arrivent, à savoir là en mai-juin, on a souvent les productions qui commencent en pas très grande quantité, mais quand même qui commencent. Et puis en septembre-octobre, quand les gens sont repartis bosser. Donc sur ces périodes-là, on vendait pas mal sur l'extérieur de l'île, et maintenant non, on ne vend que sur Bréa, parce qu'on a été sollicité l'an passé pour démarrer des paniers. Donc on a une douzaine de familles de Brétins qui nous prennent des paniers de légumes, et on a fait le... Donc c'est une sorte d'AMAP? Si l'on veut, c'est pas avec un engagement des producteurs, et puis il n'y a pas non plus une aide à l'installation en tant que paysan, comme les AMAP le proposent. Il n'y avait pas besoin de ça. Mais il y a tout de même un engagement un peu moral à continuer pour chacune des familles qui se sont engagées. Juste comme ça, disons, sauf à arrêter, eh bien, par tacite reconduction, toutes les semaines, ils prennent un panier. Ce sont des familles de l'île? Oui, c'est ça. Ah. Ouais, des gens qui vivent, travaillent ici. Et vos clients, ce sont des personnes jeunes, des personnes âgées Là, dans ces paniers, c'est plutôt des personnes jeunes, avec de jeunes enfants pour une bonne part d'entre eux. Et après, notre clientèle
Compostelle et plutôt sur le bourg en été ou aux vacances. Ce sont principalement des vacanciers qui ont des maisons de vacances ici. J'ai entendu parler d'un marché libre sur Bréa. Ouais. Comment ça se passe? Eh ben, on a des confitures, on fait pas mal de confitures. Plus tard, ça sera avec nos fruits. Pour l'instant, on les achète beaucoup. Et on met les légumes assez faciles à emporter. Et donc c'est devant la maison, enfin devant la maison des voisins pour l'instant, mais ça sera devant la nôtre après. Et il y a un panneau pour dire de mettre les sous dans la boîte aux lettres et les gens se débrouillent, ils font leur addition, ils mettent les sous, ils partent avec leur barquette de fraises ou leur pot de confiture et voilà. Et il se trouve où ce marché libre? C'est sur la route du phare du Pan, où D'accord. il y a beaucoup de monde qui passe. Sur la partie nord de l'île? Ouais. D'accord. Et ça se passe bien? Les gens jouent au jeu? Ouais. Ils sont assez surpris en général. Est-ce que vous pouvez parler de la spécificité de ce centre de vacances, des activités qui sont offertes et qui sortent un peu de l'ordinaire? Alors nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'était d'essayer de découvrir justement ce site fabuleux qu'est l'île de Bréa, cette fameuse entre guillemets carte postale, mais la faire découvrir un petit peu différemment, c'est-à-dire par le biais des balades pédestres, à vélo aussi, mais aussi tout ce qui est nautique, activité nautique, que ce soit avec les vedettes de Bréa, avec un tour de l'île, avec un partenaire qui est un vieux gréement en fait, qui est basé sur Paimpol et avec lequel on fait une journée complète une fois par semaine, avec le club de voile aussi qui nous permet d'avoir des activités comme des sorties ornithologiques en zodiac, du kayak de mer, du catamaran, de la planche à voile, ce qui permet d'avoir vraiment on fait aussi des stages de peinture aussi, donc liés en fait à la beauté de ce site. Et on essaye de proposer un maximum de choses pour que les gens découvrent Bréa sous toutes ses facettes, quoi. À pied, sur la mer. Le fait de travailler à la poste dans une île, est-ce que la notion de service public est différente que sur le continent? Est-ce que la manière de travailler est différente? La manière de travailler, non, mais la proximité, enfin oui, c'est important parce que ici, s'il n'y a pas de service public ou la poste, forcément, il faut prendre le bateau pour aller sur le continent. Donc pour les gens qui travaillent, ou les personnes âgées, ce serait vraiment compliqué en fait d'aller à l'extérieur parce que le bureau le plus proche après c'est Ploubaz ou Paimpol. Bien sûr. Donc c'est important de maintenir un service postal sur Bréa, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment de créer du lien social à travers votre présence ici? Ah oui, c'est un vrai lieu de rencontre, l'hiver surtout. Parce que y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits d'ouvert, mais les gens se retrouvent à la poste quand ils viennent faire leurs petites opérations sur les comptes ou acheter des timbres, expédier des colis. Les gens tapent la discute à la poste. Ouais. D'accord. Et vous êtes combien d'employés à la poste ici? Alors on était 3 jusqu'au début de l'année en fait, 2 au courrier, 2 facteurs, 2 factrices. Et moi au bureau en fait. D'accord. Et depuis le mois de mars, je sais plus, enfin depuis le printemps, il y a un poste qui a été supprimé, un poste de facteur. Donc il n'y a plus qu'un facteur et moi au bureau. Le fait d'avoir un parc ici, donc en termes de qualité d'huître, vous faites il y a une différence? Alors justement, oui, il y a une différence. Mais ça, il faut le croire, moi je le sais parce que sur le marché, vous allez prendre des huîtres, déjà les huîtres c'est la dernière eau qui compte en fait, parce que l'huître elle va prendre une forme, et la dernière eau compte, c'est-à-dire là où vous allez la tremper avant de la manger, tout simplement. Et est-ce que vous avez obtenu un label spécifique? Non, pas du tout, il n'y a pas de label. Non. La classification des zones est importante par contre, parce que la classification des zones, à Bréa par exemple, moi je suis tout en zone A. À Paimpol c'est zone B. Il y a des zones A aussi, mais il y a beaucoup de zones beaucoup plus déclassées. D'accord, ça veut dire que l'eau est de meilleure qualité? L'eau est de meilleure qualité, notamment vous avez le droit de vendre des huîtres en direct. Ah d'accord. Voilà, sans avoir besoin de bassin de décantation, rien du tout. Est-ce que vous pouvez parler des problèmes actuels que rencontre l'huître, notamment la mortalité des décès? Ah oui, là je suis obligé de souffler parce qu'effectivement on ne sait plus où on va. On a une mortalité depuis 3 ans déjà qui nous a mené presque à la catastrophe. On essaye de trouver des méthodes d'exploitation qui sont... On a eu 90% en 2008. En 2009 on a eu 65% sur la semence.
de casse. Et on attend les résultats là, mais on est déjà arrivé à 30 ou 40% de casse sur le naissain de cette année. Alors la solution, elle est simple, c'est que moi, pour ne pas perdre mon activité, j'ai décidé de tout changer à mon fonctionnement de travail. Avant, j'achetais le naissain, qui était la plus grosse charge de mon activité, et aujourd'hui, je suis parti en Charente, tout simplement. J'ai acheté une concession là-bas, à Fouras, et à la pointe de la Fumée exactement. Et donc je produis moi-même mon essaim. Ah, d'accord, donc vous partagez entre... Exactement, donc j'ai rencontré des gens très sympathiques qui étaient des anciens clients à moi, à qui je vendais en gros, qui arrêtent et qui partent en retraite et qui m'ont dit voilà, est-ce que tu veux reprendre les concessions? Et qui m'aident fortement, d'ailleurs je les remercie, ce sont des Vendéens, et qui m'aident fortement poursuivre mon travail. D'accord. Et est-ce que vous avez quand même trouvé une parade? Parce que bon, la mortalité continue à sévir d'année en année. Là, ça fait 2 années consécutives. Ah bah là, on ne sait plus où on va là. On ne sait plus du tout où on va. On est à l'aveuglette. On ne sait pas si on va tenir le coup ou pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'il reste des huîtres. Si c'est 100%, on arrête tout. Et c'est la misère, parce qu'après il va falloir changer le système d'exploitation. On a quand même mis en structure des tables, des concessions et tout ça. Si on n'a plus un programme de financement pour les enlever, c'est une vraie catastrophe pour l'économie. Une vraie catastrophe. L'économie de l'huître en France, elle représente des millions d'euros. Là, sans cesse dans les médias, on en entend parler. C'est une grosse structure qui emploie beaucoup de gens, et comme l'agriculture. Ouais. Au même titre. Le dernier recensement faisait état de 448 habitants. Par rapport au précédent recensement, nous avons gagné 2 personnes. Voilà, contrairement à beaucoup de territoires, nous ne perdons pas des habitants. D'accord. Il est vrai que c'est une population vieillissante, mais nous avons, je pense, et très heureux, certains jeunes qui ont pu donc s'installer ici et travailler sur l'île. C'est vraiment l'une de mes préoccupations, de telle manière que les gens, comme je vous le disais tout à l'heure, puissent vivre ici, habiter sur l'île, fonder une famille et travailler. Très important. Alors les principaux employeurs de l'île, donc il y a donc toute l'activité du bâtiment qui emploie quand même beaucoup de gens. Il y a aussi l'hôtellerie. Il y a aussi tout ce qui a trait à l'entretien des jardins. Malheureusement, nous n'avons plus de pêche, il n'y a plus de pêcheurs, mais il y a quand même un peu d'agriculture et c'est très heureux. Mais nous vivons surtout du tourisme. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez été accepté par la population? Oui, tout à fait. Dès le début, comme on travaillait en étant saisonnier et autres, on a très bien pu s'intégrer au départ avec les jeunes de Bréa qui nous ont tout à fait acceptés. Et puis après, lorsqu'on est resté, on a pu vraiment se fondre à la population. Comme on était amis des enfants, donc du coup, les parents se sont pas trop posés de questions sur nous. On était bosseurs parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer ici. Donc du coup, c'est vraiment assez bien passé, quoi. Et petit à petit, les gens nous acceptent. Beaucoup de chance parce que ma belle-mère était bréatine, mon beau-père était instituteur sur l'île. Ah, d'accord. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai été intégrée très facilement et les Bréatins ont été très gentils envers moi et m'ont accepté vraiment comme si j'étais avec eux depuis toujours en fait. Les contraintes, on se les imagine, mais on se les imagine plus insurmontables qu'elles ne sont en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que beaucoup de choses vont être compliquées, qu'on va souffrir de l'insularité, souffrir un petit peu d'être isolé. Et en fait, on se rend compte très rapidement que sur des endroits comme ici, il y a une vie sociale importante, qu'il y a des gens qui vivent là l'année et qu'on y vit aussi bien, sinon peut-être même mieux que dans d'autres endroits touristiques en tout cas, où il y a peu de contact humain entre les gens, où il y a peu de... Là, ici, il y a une vraie vie, quoi. Il y a une vraie vie aussi, quoi. Et j'imagine que les enfants doivent être ravis ici. Alors voilà, quand je parlais du challenge, le challenge humain, c'est surtout ça, quoi. C'est de se dire qu'on va pouvoir élever des enfants dans un cadre grandiose, ils vont avoir un vécu, ils vont avoir quelque chose qui restera inoubliable pour eux, je pense, vivre comme ça sur une île en allant à l'école en vélo, en étant dans une école avec 2 classes, avec des classes uniques, avec des enfants de toutes les tranches d'âge. Enfin, c'est
véritablement un petit paradis, ouais, ça c'est sûr. Que l'on appartienne comme moi à une bourgeoisie plus classique ou que l'on soit davantage bobo, on n'a à Bréa aucun problème à se fréquenter parce qu'on vit tous de la même manière, en autarcie. Et alors, depuis que vous êtes revenu sur l'île, est-ce que vous avez trouvé une évolution, un changement dans la mentalité des gens, dans les rapports Dans la mentalité des secondaires plus. Ouais. Parce qu'avant, quand je me suis installé en 90-91, là, c'était encore des vieilles familles de résidences secondaires qui venaient là depuis déjà 2-3 générations. Et ces gens-là, ben, il y en a beaucoup de ces vieilles familles qui ont revendu leur maison et qui ne sont pas restés à Bréa. Et ces familles-là, c'était complètement différent auparavant. Parce qu'ils se faisaient un mariage ou un baptême, un machin. Ils invitaient tous les gens de l'île qu'ils connaissaient. Et maintenant, ça, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus... ils étaient dans leur petit monde, mais ils fréquentaient quand même les Bréatins. Ils avaient quand même des racines ici. Quelque part. Ils connaissaient tout le monde, tous les Bréatins, depuis qu'ils étaient gamins, quoi, parce que ils étaient là, leurs grands-parents étaient là. C'était des vieilles familles de secondaires. Et je sais pas comment ça se fait, mais il y a d'autres familles, des nouvelles familles de secondaires qui se sont installées, et eux, plus aucune relation avec les Bréatins. Ils sont dans leur monde et nous on est dans le nôtre, quoi. Et en fait, en été, ça doit être difficile pour vous qui travaillez ici sur l'île et vous êtes amené à vous déplacer. Il y a un surcroît de population, il y a ces gens qui sont de notre monde. Comment ça se passe en été Alors, en été, le truc, c'est les secondaires d'un côté. Ils veulent bien qu'on trimballe leurs bagages, qu'on refasse leur maison, tout ça, qu'on circule en tracteur pour leurs besoins. Après, ils n'en veulent plus. Ils veulent pas de bruit, pas de machin. Après, les touristes à la journée, c'est différent. Bon, ils sont là pour la balade, mais bon, on leur dit que c'est une île sans véhicules, ce qui est un peu faux, parce qu'il y a quand même une 60aine de véhicules qui tournent sur l'île. Bon, donc ça... On leur dit une île sans véhicule, mais bon, ils se retrouvent bloqués avec des tracteurs, machin. Si en hiver, ça doit être difficile de vivre, non parce que bon, il n'y a plus le beau temps, les jours sont plus courts. Ouais, mais c'est plus petit, puis on se connaît tous plus ou moins. Oui. C'est plus facile de se retrouver qu'en centre-Bretagne. Parce que je vois, on est obligé, on a besoin d'un bout de beurre, machin. On est obligé de passer au bourg, au tabac, machin. Il n'y a qu'un seul tabac, il n'y a qu'une seule épicerie d'ouverte l'hiver, il n'y a qu'un seul bar d'ouvert l'hiver. Donc on est tous plus ou moins arrivés à se croiser à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Par rapport sur le continent, bon, chacun va où il veut. Est-ce que c'est pas dur de vivre, quand même si c'est un lieu paradisiaque, dans un espace clos, une île? Est-ce que ça pose des contraintes quand même? Alors moi je le ressens énormément, hein. C'est pour ça qu'il faut que je sorte beaucoup de l'île, notamment pour aller faire ces salons. C'est une soupape pour moi, parce que rester vraiment tout le temps ici, même si on est occupé tout le temps, même si on a du travail et même si on a de jeunes enfants aussi, donc on a une cellule familiale très complète et puis un travail qui nous prend beaucoup de temps. Pour moi, c'est vraiment une soupape de devoir sortir de l'île, ce qui est le contraire de Charles, mon mari. Je sors très peu, c'est vrai, ça m'arrive, mais je trouve tout mon bonheur ici. J'ai mes amis, mon travail. Et ma femme sort tellement qu'en fait, j'ai pas mal de temps en célibataire ici à Bréa, où je peux inviter mes copains et faire un peu ce que je veux. Et effectivement, j'ai ma baguette de pain, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'aller chercher ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, superflu pour moi, quoi. Ah bien, la première des contraintes, c'est l'insularité. Du continent nous sépare un bras de mer qu'il faut traverser. Donc la première contrainte, c'est ça. Maintenant, il y a au niveau d'une législation tant française qu'européenne, des législations qui s'appliquent très facilement sur le continent, qui est beaucoup plus difficile de mettre en pratique ici. Donc la principale difficulté, c'est cela, si vous voulez. C'est faire en sorte que l'on reconnaisse notre spécificité insulaire
hein, d'essayer de le faire comprendre à nos princes que vivre sur une île, il y a quand même beaucoup de contraintes, Le traitement de nos déchets est un problème épineux et très compliqué. Il doit être en fait très coûteux aussi, parce que comment vous évacuez les déchets? Alors, si vous voulez, pour vous faire un petit résumé de la problématique de nos déchets, il est, je dirais, de 5 points. Le premier, c'est de trouver un lieu ici pour entreposer nos déchets. Le site étant classé, protégé, il faut trouver un lieu pour entreposer nos déchets. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est la problématique de transport sur l'île, donc un transport terrestre. Il faut trouver des contenants qui vont recevoir nos déchets, qui soient suffisamment importants, mais pas trop, de telle manière qu'on puisse transporter ces contenants sur nos véhicules actuels, qui puissent emprunter les chemins très étroits de là. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le transport maritime. Nous ne sommes pas maîtres de ce transport maritime, puisque la commune n'a pas la compétence de ce transport. Il appartient donc au Conseil général, et qui a donc cette compétence. Donc il a fallu qu'on en négocie avec le Conseil général pour qu'il transporte nos déchets dans les contenants que nous avons achetés. Le quatrième point, c'est la localisation sur le continent. Donc il faut trouver aussi là un espace pour recevoir nos contenants. Donc ils sont entreposés actuellement donc à Paimpol. Et puis le cinquième point, il faut trouver ensuite une entreprise de retraitement. Et puis il y a un point important, je vous parlais du lieu, de la localisation sur l'île. Dieu merci, dirais-je, nous avons déjà un espace, mais qui n'est pas aux normes. Donc j'ai mandaté un bureau d'études pour qu'il nous étudie et mettre en forme une déchetterie aux normes d'aujourd'hui. Vous êtes impliqué dans la vie sociale locale? Je suis élue, je fais partie du conseil municipal. Vous êtes dans une commission particulière? Je fais partie de la commission urbanisme, qui se charge des logements, et je faisais partie d'une commission qui était chargée de l'environnement, mais j'ai démissionné parce que j'étais pas forcément en accord avec ce qui se faisait. Donc je ne suis pas restée. Alors, il y a quand même pas mal d'associations sur Bréa, je trouve, même par rapport au nombre d'habitants. Vous avez les chasseurs, vous avez une amicale laïque, vous avez une association culturelle, mais qui s'occupe plus d'activités de yoga pour les gens l'hiver, le lundi je crois. Donc il y a une association, les petits Bréatins, pour les enfants. Je crois que si on faisait un parallèle population, nombre d'associations, après les associations ensemble font des activités communes. Là prochainement il y a le feu de la Saint-Jean. Après je pense que ça se passe relativement bien quand même. Après avec les moyens du bord. Est-ce qu'il y a une solidarité entre voisins particulière à cette île, au fait d'habiter l'île et d'habiter la partie nord? Je pense que là, oui, plus, moins, je ne saurais pas dire. On va facilement se dépanner au quotidien. Bon, s'il y en a un qui descend au bourg chercher le pain, il va le prendre pour le voisin, inversement. Oui. Donc des petites choses comme ça. Après, on est vite au courant de l'information, c'est-à-dire que si on voit le volet du voisin qui ne s'ouvre pas, on va se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Sans doute plus qu'en ville, quoi. Ouais. Puis il y a un point de rencontre incontournable, c'est-à-dire que les uns ou les autres, on est amené à prendre la vedette assez régulièrement dans la semaine. Pour ma part, je vais sur le continent au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc la vedette à l'aller comme au retour est un lieu d'échange et d'information locale. Ouais, c'est important. Voilà. Je trouve que les gens sont particulièrement très gentils et simples et solidaires entre eux. C'est une famille ici. C'est une grande famille. Chacun travaille un peu pour sa chapelle et si on peut donner un coup de main à l'autre sans que ça coûte trop, voilà. Les gens sont très solidaires entre eux, malgré les difficultés des uns et des autres, parce que forcément, il y a toujours des personnes, je veux dire, il y a toujours des conflits, c'est inévitable partout, hein, même sur le continent, c'est la même chose. Mais quand vraiment il y a
il y a des problèmes. Là, je ressens que les gens se resserrent et ils s'entraident. Oui. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de sport pour les enfants ici. Donc j'ai fait intervenir un intervenant sportif du continent. J'ai mis en place un petit dossier avec le maire à l'époque et on a pu faire du sport pour nos enfants. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que pour les jeunes, il n'y avait rien pour leur distraction. Alors j'ai monté une association dont je suis le président, une association pour les jeunes. Et donc ça me permet de les canaliser d'une part, de voir leur évolution, comment ils réagissent. Et ensuite, eh bien, oui, j'en ai la maîtrise parce que je suis écouté à côté de ça. On organise des sorties vers l'extérieur, on a une salle avec des jeux. Donc, ouais, je pense qu'ils me le rendent bien. Ouais. Je pense qu'ils sont conscients de ça. Ouais. Ils ne le montrent pas, mais ils en sont conscients. Ouais. Ce qui m'a surpris très agréablement en arrivant ici, en vivant en demeure sur l'île depuis mon élection, c'est la grande solidarité des gens. Elle est vraiment palpable. Et c'est très important, je pense, cette solidarité. Vous avez un exemple là, précis Écoutez, les gens, quand ils vont faire leurs courses, bien sûr en période creuse, c'est-à-dire en hiver, au 8 à 8 par exemple, ou à l'épicerie, eh bien, demandent des nouvelles des voisins. Et si, par exemple, ils n'ont pas vu Madame Untel ou Monsieur Untel depuis quelques jours, tout le monde s'en inquiète et tout le monde passe un coup de fil ou va voir cette personne. Et je trouve cette solidarité très intéressante, bien sûr, et je pense que ça scelle l'unité de cette population. La solidarité, elle existe, mais je dirais comme un petit peu partout. Il ne faut pas non plus complètement idéaliser. L'île de Bréhat, il y a en effet des rapports humains qui sont forts, il y a des rapports humains forts et un petit peu obligatoires du fait qu'on est tous obligés de prendre les mêmes bateaux, d'aller sur les mêmes quais pour attendre des bateaux. On est obligé de se croiser continuellement et de prendre les mêmes moyens de transport. Ce qui fait qu'on est obligé, et tant mieux, de se dire bonjour, on est obligé de discuter les uns avec les autres quand on attend le bateau sous la pluie ou autre chose, ce qui est quand même assez, ça peut être intéressant. Ça nivelle aussi un peu tous les niveaux sociaux. C'est-à-dire que vous soyez cadre ou profession libérale ou autre chose, on prenait le même bateau, mêmes horaires. Je reviens sur cette solidarité. Est-ce que vous auriez un exemple concret à me donner, un exemple fort? La solidarité, on peut la retrouver par exemple dans des moments un peu difficiles comme on a pu avoir par exemple avec les pompiers de Bréhat, avec que ça soit un bateau qui a étalonné il y a quelques années où en effet l'ensemble des pompiers de Bréhat sont intervenus, mais aussi des gens de bonne volonté, des Bréhatins, des marins qui sont intervenus aussi pour aider. Ça peut être aussi quand il y a des feux, ça nous est arrivé malheureusement d'avoir un ou deux feux de maison où les pompiers étaient tous mobilisés, mais aussi des gens de Bréhat qui avaient des tracteurs qui nous aidaient à dérouler les tuyaux, qui pouvaient nous aider aussi à aller chercher les renforts de Paimpol. Et tout ça se fait sans réquisition obligatoire. C'est des gens qui le font de bon cœur pour aider parce que dans la difficulté, on est sur un petit îlot, un petit bout de caillou et que ça peut arriver à tout le monde. Et je pense que dans ces cas-là, la solidarité, là, entre en jeu. Ça arrive. Je crois comprendre à travers ce que vous m'avez dit que vous êtes impliqué dans la vie sociale et culturelle de l'île. Voilà, donc c'est-à-dire que moi je fais partie des 15 Bréhatins à être pompiers volontaires sur l'île. Voilà. Donc on est 4 de garde de jour et 4 de garde de nuit. Donc ce qui fait à peu près environ 200 jours par an de garde. Où on se doit d'intervenir dans la minute, dans les 3 minutes si ça bip. Et ma femme fait partie, elle s'occupe de la laïque, donc de Bréhat, où elle organise tout au long de l'année des activités pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent pour financer l'amicale laïque et proposer aux enfants de Bréhat des activités sur le continent ou voire même sur Bréhat. Nous avons mis en place un transport donc 2 fois par semaine de personnes qui se déplacent difficilement aujourd'hui. Donc nous mettons à leur service notre véhicule. Nous allons donc les chercher
chez eux, de telle manière qu'ils puissent faire leurs courses donc le midi, et nous les raccompagnons bien sûr, et tout cela gratuitement, naturellement. Vous avez ressenti une solidarité des gens de l'île entre eux? On ressent pas mal cette proposition qu'on fournisse des paniers comme une preuve de solidarité économique, et on a été très agréablement surpris de ça. Enfin, pendant 25 ans, on n'a pas tellement touché ce type de famille parce que les produits bio sont plus chers, parce que pour beaucoup de Bréhatins, le fait de sortir s'approvisionner à Paimpol, c'est aussi l'occasion, au-delà de l'économie qu'on peut faire, de rencontrer du monde. Donc après, ça justifie un peu le voyage. L'été dernier, on a créé une association qui s'appelle Fertile, oui, pour faire des actions pour valoriser le patrimoine naturel de l'île, pour aussi faire des actions culturelles. Moi, j'avais très envie de travailler avec l'école en septembre. Ça fait pas très longtemps que je suis là. Et aussi, je crois bien qu'il y avait déjà un contact avec l'école et puis que ça s'était jamais concrétisé parce que tout le monde est très pris. Donc en septembre, on a proposé de faire des balades botaniques pour montrer les plantes de Bréhat aux enfants, pour qu'ils connaissent un peu mieux leur patrimoine et puis qu'ils aient envie de l'apprécier plus tard quand ils seraient grands, de se sentir bien dans leur environnement. Ouais, c'est important. Donc on a fait ça, c'est bien passé. Après on a fait du jus de pomme avec eux à la ferme. Ça c'était super. On va refaire. Et puis là on a démarré le jardin, un petit jardin. Bon, il faisait déjà les années d'avant. Avec le métier que vous avez qui est très prenant en fait, est-ce que vous avez une vie sociale? Est-ce que vous avez le temps de participer à la vie associative? Ouais, on prend le temps pas mal, oui. Je m'occupe du comité des fêtes avec d'autres, et puis on fait des fest-noz, on joue un peu de musique. Vous jouez de la musique celtique, bretonne? Ouais, on joue et puis on montre les danses parce que les gens qui viennent de Paris connaissent pas grand-chose. Oui, il y a une bonne dynamique ici, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Nous, on est aussi attachés du mieux qu'on peut à avoir une action qui soit sans exclusive, quoi. Autant on est très très content de faire des tas de trucs avec l'école, autant faire des fest-noz ou bien des activités culturelles plus larges avec des amis rennais, parce que pas mal viennent ici. On va faire un petit festival là, au Marais d'Équinoxe en septembre. Il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a une certaine facilité ou réceptivité, on ne sait pas trop, pour nous à faire des choses tant avec les Bréhatins, avec des touristes venant de Paris qui ont des maisons de vacances depuis longtemps, qu'avec des artistes rennais de différents milieux. Je dis rennais, mais ils ne sont pas tous de là, mais enfin, ça nous plaît beaucoup d'avoir un cadre magnifique comme ça, avec une réelle accroche de gens qui viennent et qui ont une disposition d'esprit assez ouverte, assez portée à se dire bah ouais, c'est possible, quoi. On peut tenter autre chose, on n'est pas bloqué. On ressent peut-être un peu moins d'amertume dans ce pays qu'ailleurs, un peu plus de facilité à avoir des innovations, qu'elles soient sociales ou culturelles, et ça c'est chouette, quoi. Ça nous plaît énormément. Patrick, sur un plan social et culturel, est-ce que vous avez une implication sur l'île? Est-ce que vous êtes... Alors justement, donc depuis ces 22 ans que je suis arrivé à Bréhat, j'ai une autre passion, c'est de faire collection des cartes postales de l'île, tous les rapports avec les Bréhatins, les anciens Bréhatins qui allaient faire leurs courses sur le continent. Il y a un tracteur qui vient de passer, ça fait un peu de bruit. Et donc, en 22 ans de recherche, j'ai réussi à rassembler énormément de cartes postales. J'en suis assez fier, et notamment en parler avec d'autres gens. Et pour la première fois, on a réussi à fixer une date pour tous se rencontrer, en parler, c'est-à-dire nominer les gens qui seront sur les cartes. On verra les différences entre les maisons qui ont disparu, les maisons qui ont été créées. On voit même quand les gens changeaient de toit ou changeaient de portail. Il y a eu une grosse richesse sur la carte postale, puisque Bréhat était un site touristique
qui fonctionnait même avant 1920. En tout cas, ça sera l'occasion justement pour les gens de se reconnaître et un beau travail sur la mémoire de l'île en fait. Sur l'île, il y a à peu près 800 maisons, d'après mes connaissances. Il y a 150 qui sont habitées à l'année. Oui. Et le reste du temps, c'est 650 maisons qui ne sont pas habitées. Les maisons qui ne sont pas habitées, la plupart de l'année, sont rarement louées ou sont louées juste quelques semaines par an. Et c'est vrai que les jeunes qui viendraient de l'extérieur travailler sur l'île ici, parce qu'il y a quand même du travail, bien souvent ne peuvent pas rester sur l'île tout le temps parce qu'ils ne trouvent pas d'habitation. Il y a vraiment un gros souci concernant les logements ici sur l'île. Ouais. Il m'a été dit que les jeunes avaient des difficultés à s'installer ici, notamment à cause des problèmes de logement. Il y a gros problème de logement sur l'île. Les logements, il y en a très peu. Il y a très peu de logements sociaux. Ils sont tous occupés actuellement. Et très peu de terrains constructibles, très peu de maisons à vendre. Et les maisons qui sont à vendre sont à vendre à des tarifs qui ne peuvent pas rentrer dans le budget de jeunes couples qui viennent s'installer sur place. C'est assez compliqué. Ouais. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est une île qui pourvoit de l'emploi. On se rend compte tous les matins, dans la semaine en tout cas, au nombre de gens qui traversent pour venir travailler sur cette île. Entre 70, je crois, il y a à peu près, il faudra demander aux vedettes, mais je crois qu'il y a entre 70 et 80 personnes qui traversent quotidiennement pour venir travailler. Alors certainement que tous n'auraient pas envie de venir vivre sur Bréa, mais s'il pouvait y en avoir ne serait-ce que 4, 5, 6 familles de plus ou 10 familles de plus, ça ferait des jeunes en plus, ça ferait des enfants en plus, de la vie en plus, de la vie tout simplement. Il y a quelques jeunes, oui, mais pas suffisamment en nombre. Je ne sais pas jusqu'à quand on aura des enfants encore à l'école, et ça c'est un petit peu dommage. Ouais. L'école c'est la vie, si on enlève une école dans une commune, surtout comme ici, ça peut enlever beaucoup de choses. Ça peut aussi, le fait de ne pas avoir d'école, faire que des gens n'aient pas envie de venir s'y installer. Voilà, donc d'où l'importance de garder cette école. C'est l'importance d'essayer de faire que des jeunes couples s'installent avec des enfants. Ce qui est compliqué c'est le logement, oui. C'est le logement. Bon, forcément, le prix pour investir, acheter une maison ici, c'est quand même très très cher. Donc les jeunes n'ont pas forcément les moyens. Quand on a un emploi, ici c'est beaucoup des gens qui travaillent dans le bâtiment ou à la maison de retraite. Ouais. Donc c'est pas forcément des gens qui ont énormément d'argent. Et vu le prix des maisons, c'est pas évident d'acheter. Donc ouais, un problème de logement pour les jeunes qui s'installent ou qui veulent leur autonomie un petit peu, partir de la maison. Bon, il y a quelques logements HLM, mais ça ne fait pas tout. Ouais. Une des principales difficultés des entreprises qui travaillent ici, c'est les difficultés en termes pour construire un bâtiment professionnel. Déjà, trouver à se loger, c'est une des grosses difficultés du fait de la pression immobilière. Comme je vous disais, je suis installé depuis 14 ans. Si aujourd'hui je devais revenir 14 ans plus tard, je ne pourrais pas m'installer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Déjà parce que le prix de l'immobilier a monté et qu'il y a encore sans doute moins de possibilités. C'est une très très grosse difficulté de se loger ici. L'évolution des prix de l'immobilier sont très importantes. Acheter une maison pour un jeune ici, c'est très difficile. Il y a peu ou pratiquement plus de terrain à bâtir. Il est très très difficile pour des jeunes de trouver un logement. Nous avons gelé, si vous voulez, des terres qui étaient inconstructibles. Nous les avons rendues constructibles pour les offrir donc à des jeunes qui voudraient travailler ici. Ce sera réservé exclusivement à des gens qui travaillent sur l'île. Donc le principe est de louer ce terrain, c'est-à-dire par un bail amphithéotique, qui permettra à des jeunes de construire sur leur propre denier et de pouvoir donc accéder à la propriété. Nous le principe, si vous voulez, c'est d'éviter cette spéculation. Pensez que si on avait vendu ce bout de terrain qu'on a rendu constructible, même à un prix relativement modique, les jeunes qui construisent leur maison auraient pu céder quelques années plus tard à des résidences secondaires, ce qui reporteur de nouveau donc le problème de ce logement. Donc le principe était de faire en sorte que nous maîtrisions complètement le foncier.
finalement les personnes âgées vont disparaître et il y a toute une histoire là qui... Il y a une histoire va importante disparaître. sur l'île de Bréhat, et en effet il n'y a pas de musée ou un écomusée ou un musée de la mer ou un musée de la vie sur Bréhat, de la vie insulaire, enfin je ne sais pas comment l'intituler, c'est vrai que c'est un manque, hein. Surtout, enfin moi je travaille dans le tourisme, hein, j'accueille 50 à 60 personnes toutes les semaines et c'est quelque chose, alors qu'on essaye, moi par rapport à la personne à qui j'ai succédé, j'ai appris des choses d'elle, on essaye de le retransmettre aux animateurs qui viennent, mais c'est pas suffisant. Et il faudrait peut-être que ça soit des gens d'ici, des gens qui sont nés ici, qui ont vécu ici. Il y en a, il en reste encore, et heureusement, et il y a des gens qui sont des puits de science et la mémoire de cette île. Le problème, c'est qu'il manque peut-être un lieu qui pourrait fédérer tout ça. Alors de quelle manière l'organiser, ça je ne peux pas vous le dire exactement, mais en tout cas je pense que ça risque d'être un manque, hein. Et si quelque chose n'est pas fait là et rapidement, enfin dans la décennie qui arrive, ça risque malheureusement peut-être de disparaître, et ça serait dommage, hein. C'est dommage parce que cette île renferme beaucoup d'histoires et beaucoup de vécu, et il ne faudrait pas qu'elle ne devienne qu'une île de passage pour des touristes à la journée ou qu'une île pour des gens qui viennent passer 1 mois ou 2 mois dans l'année. C'est bien, il ne faut pas non plus critiquer ça, hein. C'est ce qui fait vivre l'île, hein. C'est ce qui permet d'avoir des gens à l'année, mais ça serait peut-être bien aussi qu'on prenne en compte les gens qui habitent là tout le temps, que ces gens-là soient reconnus et qu'on parle d'eux, et qu'il y ait la mémoire de ces gens qui ont vécu là pendant toute leur vie pour certains. Donc, ouais, ça, en effet, c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle. C'est ce passage de témoin un peu. Toute une génération manque en fait, hein. Ouais. Les 18-25 ans sont très peu là, les 18-30 ans même, hein. Ils reviennent par la suite, hein, ouais. Une fois qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont peut-être leur île leur manque, parce qu'ils ont envie de revivre quelque chose. Mais il y a toute une génération qui manque ici, et si à un moment donné on n'est pas capable d'avoir un endroit qui pourrait justement faire passer toutes ces histoires, transmettre toutes ces histoires, ça risque de manquer. Voilà, il y a de belles pages à écrire. Je pense qu'il y a encore des choses, il y a énormément de choses encore à faire sur l'île de Bréhat. Merci Stéphane. Avec plaisir, merci.